l'examen de maths pour le baccalauréat concernant le PC et le SVT. L'exercice numéro 1. On considère la suite UN définie par U0 égale à 4 et UN plus 1 est égal à 4 UN moins 2 sur 1 plus UN. Pour tout n appartenant à n. La question numéro 1, la question A. Vérifiez que UN plus 1 est égal à 4 moins 6 sur 1 plus UN pour tout entier naturel n. Donc, on a U0 égale à 4 et on a UN plus 1 est égal à 4 UN moins 2 sur 1 plus UN. D'où UN plus 1 est égal à 4 UN moins 2 sur 1 plus UN. On va ajouter un 4 et on va retrancher un 4. Donc, on aura 4 UN plus 4 moins 4 moins 2, ça fait moins 6 sur 1 plus UN. On va mettre 4 en facteur ici. Il reste 4 facteurs du UN plus 1 moins 6 sur 1 plus UN. Donc, ceci, puisqu'on a le même dénominateur, c'est-à-dire est égal à 4 UN plus 1 sur 1 plus UN moins 6 sur 1 plus UN. On va simplifier par UN plus 1, il reste 4 moins 6 sur 1 plus UN. Donc, quel que soit n appartenant à n, alors un plus 1 est égal à 4 moins 6 sur 1 plus un. La question B montre par récurrence que un est comprise entre 2 et 4 pour tout entier naturel n. Donc, on va procéder par récurrence. On a l'initialisation, c'est-à-dire on va initialiser d'abord. On a U0 est égal à 4, donc 4 est compris entre 2 et 4, donc c'est vérifié. Donc, l'hérédité, on va supposer que UN est compris entre 2 et 4, et on va montrer que UN plus 1 est compris entre 2 et 4. Donc, on a UN est compris entre 2 et 4. Ça c'est la supposition de récurrence. Donc, on va ajouter un 1. Donc, 1 plus UN, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et 4 plus 1, ça fait 5. On va inverser 1 sur 1 plus UN. Et il est compris entre 1 cinquième et 1 tiers. On va multiplier par 6. Donc, 6 cinquième est inférieur ou égal à 6 sur 1 plus UN est inférieur ou égal à 6 sur 3, c'est-à-dire égal à 2. Donc, on va entrer le moins. Donc, moins ce terme-là, c'est l'inverse. C'est moins 2 et moins 6 sur 5. Puis, on va ajouter le 4. Donc, 4 moins 2. Ici, moins 6 sur 5 plus 4. Donc, il va nous donner 2. Ça va nous donner 14 cinquièmes. 14 cinquièmes, il est inférieur à 4. C'est-à-dire que UN plus 1, il est compris entre 2 et 4. D'où, quel que soit n appartenant à n, alors UN, il est comprise entre 2 et 4. La question 2, question A. Montrer que UN plus 1 moins UN est égal à UN moins 1, facteur de 2 moins UN sur 1 plus UN, pour tout entier naturel n.
Donc, on a un plus 1 moins un. On va remplacer un plus 1 par son terme donné par la question numéro A. Donc, c'est 4 moins 6 sur 1 plus un moins un. On va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier par 1 plus un. On aura 4 facteurs de 1 plus un moins 6 moins un facteur de 1 plus un, le tout sur 1 plus un. Donc ça, on va enlever les parenthèses, c'est-à-dire 4 plus 4 un moins 6 moins un au carré. Donc 4 un moins un, ça fait 3 un, moins un au carré, moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Donc on va mettre le moins ici, c'est moins un au carré, moins 3 un, plus 2 sur 1 plus un. On a ici une équation du second degré avec la variable si un. Donc on va chercher le discriminant, on va chercher les racines. Donc l'équation un au carré moins 3 un plus 2, son discriminant c'est moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2, c'est-à-dire c'est 9 moins 8 c'est égal à 1 qui est positif. Donc, on a deux racines. On a la racine un1 est égal à 3 moins 1 sur 2, qui est égal à 1. un2 est égal à 3 plus 1 sur 2 est égal à 2. Donc, ce terme-là est égal à un moins un1, facteur du un moins un2, avec le moins ici. C'est-à-dire est égal à moins un1, on va le remplacer par 1. un2, on va le remplacer par 2. Puis, on va entrer le moins. Donc, on va entrer le moins, on va changer le signe ici. Donc, il reste un moins 1, facteur de 2 moins un sur 1 plus un. Donc, ainsi, on aura donc un plus 1 moins un est égal à un moins 1, facteur de 2 moins un sur 1 plus un, quel que soit n appartenant à n. La question D de la question numéro 2. Montrer que la suite UN est décroissante et en déduire que UN est convergente. Donc, on a UN plus 1 est égal à UN moins 1 facteur de 2 moins UN sur 1 plus UN. Or, d'après ce qui précède, on a UN et les compris entre 2 et 4. Donc, UN moins 1, il est compris entre 1 et 3, donc il est positif. 2 moins UN, il est négatif, puisque UN est compris entre 2 et 4, donc on va mettre le moins. Donc moins UN, il est compris entre moins 4 et moins 2. Donc 2 moins UN, il est compris entre moins 2 et 0. Donc ça, c'est les négatifs. Et on a 1 plus UN, il est positif. Donc on a deux termes positifs et un terme négatif, donc la multiplication, ça nous donne un terme négatif. C'est-à-dire que UN plus 1 moins UN, elle est négative. Autrement dit, la suite est décroissante. Donc, on a la suite, elle est décroissante, et on a la suite ici, elle est minorée par 2. Donc, UN est supérieur ou égal à 2. Donc, c'est une suite décroissante minorée, et d'après les critères de convergence, donc UN, c'est une suite qui est convergente. Donc,
on a un elle est décroissante, on a un elle est décroissante, on a un elle est décroissante, un elle est minorée par 2. Donc d'après les critères de convergence, alors un c'est une suite qui est convergente. Donc un c'est une suite décroissante, minorée, donc c'est une suite convergente. Troisièmement, soit Vn, la suite numérique définie par Vn est égal à 2 moins Un sur 1 moins Un, pour tout entier naturel n. Donc la question numéro 1 du 3, montrer que Vn est une suite géométrique d'oraison du tiers. Donc on a Vn est égal à 2 moins Un sur 1 moins Un, pour tout entier naturel appartenant à n. Donc on va calculer Vn plus 1 et voir la relation qui relie Vn plus 1 à Vn. Donc Vn plus 1 c'est 2 moins Un plus 1 sur 1 moins Un plus 1. Et on a Un plus 1 est égal à 4 moins 6 sur 1 plus Un. D'où Vn plus 1 est égal à 2. Donc on va remplacer Un plus 1 par son terme, ici et ici. Puis on va réduire au même dénominateur. Donc on aura donc 2 moins 4 ici. Moins, c'est-à-dire plus 6 sur 1 plus Un. On a 1 moins 4 plus 6 sur 1 plus Un. 2 moins 4, c'est moins 2, plus 6 sur 1 plus Un. 1 moins 4, c'est moins 3, plus 6 sur 1 plus Un. On va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire moins 2 facteur de 1 plus Un, plus 6 sur 1 plus Un, sur moins 3 facteur de 1 plus Un, plus 6 le tout sur 1 plus Un. On va simplifier par 1 plus Un, elle reste moins 2 Un, plus 6 sur moins 3 Un, plus 6. Donc, 6 moins 2, c'est 4, et 6 moins 3, c'est 3. Donc, on va mettre 2 en facteur ici. Il reste 2 moins Un. On va mettre 3 en facteur ici. Il reste 1 moins Un. Or, ce terme-là, 2 moins Un sur 1 moins Un, c'est Vn. Ça, c'est Vn. D'où Vn plus 1 est égal à 2 tiers facteur de Vn. Ainsi, donc, Vn, c'est une suite géométrique d'oraison Q qui est égale à 2 tiers. B, montrer que Un est égal à 1 plus 1 sur 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1 pour tout entier naturel n. Donc, vu que Vn c'est une suite géométrique de raison 2 tiers, donc son premier terme qui est V0 est égal à 2 moins U0 sur 1 moins U0, c'est-à-dire 2 moins 4 sur 1 moins 4 est égal à moins 2 sur moins 3 est égal à 2 tiers. Et au terme général, Vn est égal à V0 Q à la puissance n, c'est-à-dire est égal à 2 tiers, et Q est égal à 2 tiers, c'est-à-dire 2 tiers facteur de 2 tiers à la puissance n, c'est-à-dire 2 tiers à la puissance n plus 1. Donc, or, Vn est égal à 2 moins Un sur 1 moins Un.
Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire que 1 moins un facteur de Vn est égal à 2 moins un. C'est-à-dire que Vn moins un Vn est égal à 2 moins un. C'est-à-dire que moins un Vn plus un, c'est-à-dire que moins un Vn plus un est égal à 2 moins Vn. Donc on va mettre un en facteur, donc un facteur de 1 moins Vn est égal à 2 moins Vn. C'est-à-dire que un est égal à 2 moins Vn sur 1 moins Vn. Donc c'est ceci, donc 2 moins Vn c'est 1 moins Vn plus 1. Donc on va tout simplement répartir le numérateur. On a 1 moins Vn sur 1 moins Vn plus 1 sur 1 moins Vn, puisqu'on a le même dénominateur. On va simplifier par 1 moins Vn, il reste 1. Ici, il reste 1 sur 1 moins Vn. Donc on va remplacer Vn par son terme général. Donc c'est-à-dire c'est 1 plus 1 sur 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. D'où quel que soit n appartenant à n, alors un est égal à 1 plus 1 sur 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. La dernière question, calculer la limite de la suite un. Donc, sous cette forme, on a 2 tiers et les compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite quand 1 tend vers plus l'infini de 2 tiers à la puissance n plus 1 égale à 0. Donc, ce terme, elle va tomber vers 0. Donc, la limite, elle reste tout simplement 1 plus 1 sur 1, c'est-à-dire est égal à 2. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 2. Donc ainsi on termine l'exercice numéro 1 de l'examen de maths pour le PC et pour l'SVT. Donc on va passer à l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé O, I, J, K, on considère les 2 points. A de coordonnées moins 1, 0, moins 1 et B de coordonnées 1, 2, moins 1. Le plan P passant par A et de vecteur normal N de coordonnées 2, moins 2, 1. Et on a la sphère S de centre oméga de coordonnées 2, moins 1, 0 et de rayon 5. Donc la question numéro 1, montrer que 2x moins 2y plus z plus 3, c'est une équation cartésienne du plan P. Donc on a les données, donc on a OIJ, c'est un repère, on a le A, on a le B, on a le N, c'est un vecteur normal du plan, on a oméga qui est le centre de la sphère, et on a le rayon. Donc une équation cartésienne du plan P est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Avec le A, ce sont les coefficients de vecteur normal, c'est-à-dire A est égal à 2, B est égal à moins 2 et C est égal à 1. Il reste à définir, ou bien il reste à chercher le D.
Et puisque le plan P, elle passe par le point A, donc on va remplacer le X, le Y et le Z par les coordonnées de A. On a donc 2 qui multiplie moins 1, moins 2 qui multiplie 0, plus 1 qui multiplie moins 1, plus D égale à 0. C'est-à-dire moins 2 plus 0 moins 1 plus D égale à 0, c'est-à-dire D égale à 3. On va le remplacer ici. Donc on va trouver que l'une des équations cartésiennes du plan est de la forme 2x moins 2y plus z plus 3 égale à 0. La question numéro 2, déterminer une équation cartésienne de la sphère. Donc la sphère, elle est donnée par le centre et par le rayon. Donc c'est facile, c'est simplement, on va écrire l'équation. Donc l'équation de la sphère est de la forme x moins a' au carré plus y moins b' au carré plus z moins c' au carré est égal à r au carré. Avec a', ce sont a', b', c', ce sont les coordonnées de oméga. C'est-à-dire c'est 2 moins 1, 0. Donc on va remplacer ici par 2, ici par moins 1, ça par 0. Donc on aura donc x moins 2 au carré plus y moins 1, c'est-à-dire y plus 1 au carré plus z moins 0 est égal à 5 au carré. Donc ça c'est l'équation de la sphère. De centre 2 moins 1, 0 et de rayon r est égal à 5. La troisième question, petit a vérifie que la distance de oméga au plan P est d oméga P est égal à 3. Donc, la distance séparant le plan au centre oméga de la sphère. Donc, par définition, la distance d'un point au plan, elle est donnée par la valeur absolue de, c'est-à-dire on va prendre l'équation cartésienne du plan, on va multiplier les coefficients par le coordonnées du point. C'est-à-dire ici on a cette équation-là, on va prendre le x, on va la remplacer par le x, le y et le z, on va la remplacer par les coordonnées de oméga. Puisqu'on veut la distance de oméga au plan. Donc tout simplement, on va remplacer le x par 2, le y par moins 1 et le z par 0. Dans cette équation. Et on va diviser par la racine carrée de ce coefficient-là. Donc ça, c'est la définition. Donc c'est facile, c'est simplement. Donc C2 fois 2 plus moins 1 fois moins 2 plus 0 fois 1 plus 3. C'est la valeur absolue puisque la distance elle est positive sur racine carrée de 2 au carré plus moins 2 au carré plus 1 au carré. Donc ceci va nous donner, donc ça c'est 4, ça c'est 2 plus 3 sur 4 plus 1. C'est-à-dire ça c'est 9 sur racine de 9, c'est-à-dire 9 sur 3 est égal à 3. Donc la distance séparant le centre de la sphère au plan, elle est égale à 3. D, on dit déduire que le plan P coupe la sphère suivant un cercle T de rayon A déterminé. Donc on voit que la distance oméga à P est égale à 3. Et on a le rayon de la sphère est égal à 5. Donc on voit que la distance elle est inférieure à 5. Cela implique que le plan P coupe la sphère en un cercle de centre H et de rayon R'.
selon le schéma ci-dessous. C'est-à-dire que voici la sphère, voici le plan. Donc le plan, il coupe la sphère en un cercle. Donc ça, c'est un cercle. De rayon R' et de centre H. Donc pour trouver le rayon R', on s'intéresse au triangle rectangle en H. Car H, c'est la projection orthogonale de oméga sur le plan. Donc on a, d'après le théorème de Pythagore, ça au carré est égal à ça au carré plus ça au carré. C'est-à-dire que R au carré est égal à oméga H au carré plus R' au carré. C'est-à-dire que R' est égal à R au carré moins oméga H au carré racine carrée. Or, oméga H, ça c'est la distance qu'on vient de chercher, qui est égale à 3. C'est la distance du centre au plan. Donc est égal à 5 au carré moins 3 au carré, c'est-à-dire 25 moins 9, c'est racine de 16 est égal à 4. Et par suite, donc R' est égal à 4, qui est le rayon du cercle. Quatrièmement, la question numéro A. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga et perpendiculaire au plan. Donc perpendiculaire au plan. Donc, puisque delta est perpendiculaire au plan et que n, c'est le vecteur normal du plan, cela signifie que le n, c'est un vecteur directeur de delta. Donc, si on prend un point M de l'espace de coordonnées x, y, z, alors on aura oméga m et les collinéaires à n. C'est-à-dire que oméga m est égal à t fois n. D'où, c'est-à-dire x moins les coordonnées de oméga est égal à n est égal à 2, 2t. Donc y moins 1 est égal à moins 2t et z moins 0 est égal à t. Avec t, c'est un paramètre réel. Le 2, le moins 1 et le 0, ce sont les coordonnées de oméga. Le 2, le moins 2 et 1, ce sont les coordonnées de n. D'où une représentation paramétrique de delta et de la forme, donc, x est égal à 2 plus 2t, y est égal à moins 1 moins 2t, et z est égal à t. Avec t, c'est un paramètre réel.
B montre que le point H de coordonnées 0, 1, moins 1 est le centre du cercle T. Donc, on a l'équation cartésienne du plan P et on a la représentation paramétrique de la droite delta. Donc, la valeur, ou bien les valeurs de T relatives au point H, telles que H, c'est l'intersection du plan P avec delta. T est la solution de l'équation, c'est-à-dire on va prendre le X ici, on va la remplacer ici. Le Y, on va la remplacer ici. Et le Z, on va remplacer ici. On va trouver un T. Une fois on trouve le T, on va la remplacer ici pour trouver les coordonnées de H. Donc, on a 2 facteurs de 2 plus 2t, moins 2 facteurs de moins 1 moins 2t, plus t, plus 3 égale à 0. Donc, tout simplement, donc, on va trouver que t est égal à moins 1. Donc, après calcul, on va trouver que t est égal à moins 1. Donc, une fois t égale à moins 1, on va la remplacer ici. On aura donc 2 moins 2, ça fait 0. On a y est égal à moins 1, moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire c'est moins 1 plus 2, c'est 1. On va ici avoir t égale à moins 1. D'où les coordonnées de H sont 0, 1, moins 1. Donc le H, c'est le centre de cercle T. Montrer que la droite delta est une médiatrice du segment AB. Donc d'abord, il faut calculer les coordonnées de AB. On a les coordonnées de AB, c'est xb moins xa, c'est-à-dire 1 moins moins 1. Y de B moins Y de A, c'est 2 moins 0. Z de B moins Z de A, c'est moins 1 moins moins 1. C'est-à-dire, ça c'est 2, ça c'est 2, et ça c'est 0. On a le N, qui est le vecteur normal au plan C de coordonnées 2 moins 2, 1. Donc, tout simplement, on va faire le produit scalaire de AB avec N. Donc, AB fois N, c'est 2 fois 2, plus 2 fois moins 2, plus 0 fois 1. Donc, on aura 4 moins 4 plus 0 est égal à 0. C'est-à-dire que AB, elle est perpendiculaire à delta. Donc, ça, c'est la première chose à vérifier. Deuxième chose, il faut trouver le centre de segment AB. On a donc les coordonnées du centre AB, c'est XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2. Donc on va trouver que I de coordonnées 0, 1, moins 1. Donc, pour montrer que I, elle appartient à la droite delta, il faut qu'on, lorsqu'on va remplacer le X, le Y et le Z par les coordonnées de I, donc il faut qu'on trouve la même valeur pour T. Donc, si on remplace X par 0, Y par 1 et Z par moins 1, on aura donc le système suivant. Donc, on aura donc 0 est égal à 2 plus 2T, 1 est égal à moins 1 moins 2T, et moins 1 est égal à T. Donc ça nous donne 2T est égal à moins 2, ça nous donne moins 2T est égal à moins 2, ça nous donne T égal à moins 1. C'est-à-dire que T ici est égal à moins 1, T égal à moins 1, T égal à moins 1. Donc I, de coordonnées 0, 1, moins 1, elle appartient à delta. Et I, c'est le centre du segment AB. Donc, on aura donc delta, elle est perpendiculaire à AB, puisque le produit scalaire, elle est égale à 0, et elle passe par le centre de AB. Donc cela signifie que delta, c'est la médiatrice du segment AB.
Donc la droite delta passe par le milieu du segment AB et elle est perpendiculaire à AB, donc c'est la médiatrice du segment AB. Donc ainsi, on a terminé l'exercice numéro 2 de l'examen du maths pour la section PC et SVT. On passe à l'exercice numéro 3. Donc l'exercice numéro 3, elle nous dit que dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct, OUV, c'est-à-dire ça c'est un repère qui est complexe. Donc le U, elle a deux vecteurs U et V de vecteurs I. On considère les points A et B d'affixe respective A, est égal à racine de 3, 1 moins I, ça c'est l'affixe de A, et B est égal à 2 plus racine de 3 plus I, ça c'est l'affixe de B. Vérifie que le module de A égale à racine de 6 et que l'argument de A est congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Donc, le plan, elle est complexe, c'est-à-dire lorsqu'on dit le plan, c'est-à-dire que elle a cette forme-là. Donc ça c'est le U, ça c'est le V. Ici, on a 1. Ici, on a I. Donc, dans le plan complexe OUV, on a A de coordonnées A qui est égal à racine de 3, 1 moins I, et B d'affixe 2 plus racine de 3, I. Donc, on a le A. Donc, on va mettre racine de 2 en facteur ici. Donc, c'est racine de 3 qui multiplie racine de 2. On va diviser par racine de 2. C'est-à-dire égal à 1 moins I sur racine de 2. Donc, ça, racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 6. Facteur, donc, ça, c'est 1 sur racine de 2 moins I sur racine de 2. C'est-à-dire, c'est racine de 6. Ça, on va multiplier par le conjugué. C'est racine de 2 sur racine de 2 moins racine de 2 sur racine de 2i. Donc ça, c'est racine de 6. Et ça, c'est cosinus de moins pi sur 4. Puisqu'ici, on a un moins. Plus i, sinus de moins pi sur 4. Ainsi donc, a est égal à racine de 6, l'exponentielle de moins i pi sur 4. D'où
le module de A, c'est racine de 6, et l'argument de A, il est égal à moins pi sur 4, congru A modulo de pi. Deuxième question, la question numéro A, montre que B sur A est égal à 3 plus racine de 3. Montre que, donc la question 2A montre que B sur A est égal à 3 plus racine de 3 sur 6 plus 1 plus racine de 3 sur 2i. Puis, vérifie que B sur A est égal à 3 plus racine de 3 sur 3, l'exponentielle de i pi sur 3. Donc, on a B sur A. Donc, l'expression de B, c'est 2 plus racine de 3 plus i. Et l'expression de A, c'est racine de 3 de 1 moins i. Donc, on va mettre 1 sur racine de 3 en facteur. Donc, il reste 2 plus racine de 3 sur 1 moins i. On va multiplier par le conjugué de 1 moins i. Donc, ça, elle devient 1 plus i sur 1 moins i facteur de 1 plus i. Donc, ceci est égal à 2 plus racine de 3 facteur de 1 plus i sur 1 moins i, 1 plus i, ça c'est la partie réelle, puis plus i facteur de 1 plus i sur 1 moins i, 1 plus i. Donc, est égal à 1 sur racine de 3, donc ça c'est 2, plus 2i, plus racine de 3, plus racine de 3i sur 1 plus 1, puisque 1, ça c'est une identité remarquable, c'est a moins b facteur de a plus b. Sachant que i au carré est égal à moins 1, avec le moins, ça devient plus 1. Donc c'est 1 plus 1. Ici, on aura donc 1 fois i, c'est i, et i fois i, c'est moins 1. Sur 1 au carré moins i au carré, c'est-à-dire 1 plus 1. D'où on aura ici 2, donc on va le sortir. Donc il reste 1 sur 2 racine de 3. Il reste ici 2 plus racine de 3. Donc il reste ici 2. Donc il reste ici 2 plus racine de 3 moins 1. Ça c'est le terme réel. Et on a le terme imaginaire, c'est 2 plus racine de 3 plus 1. Facteur de i. Donc est égal à 1 sur 2 racine de 3 facteur. Donc on a ici 2 moins 1, c'est 1 plus racine de 3. On a ici 2 plus 1, c'est 3. Donc c'est 3 plus racine de 3i. Donc ceci est égal à, puisqu'on va ici, on va multiplier par le conjugué. Donc ça donne racine de 3 sur 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Facteur de 1 plus racine de 3 plus 3 plus racine de 3i. C'est-à-dire est égal à, donc on va entrer le racine de 3, donc il reste 1 sixième, racine de 3 fois 1, c'est racine de 3, racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Et ici, on va la mettre racine de 3, facteur de 3 plus racine de 3i. C'est-à-dire, on va ici 3 plus racine de 3, on a ici 3 plus racine de 3. Donc on va la mettre en facteur, c'est-à-dire 3 plus racine de 3 sur 6. Elle reste ici le 1, elle reste ici racine de 3i. Donc, ceci est égal à 3 plus racine de 3 sur 6 qui multiplie 1, c'est 3 plus racine de 3 sur 6, plus racine de 3 sur 6, facteur de 3 plus racine de 3i. Donc, est égal à 3 plus racine de 3 sur 6, plus 3 plus racine de 3, plus 3 sur 6i. Donc, c'est-à-dire c'est 3 plus racine de 3 sur 6. On va simplifier ici par 3. Il reste racine de 3 plus 1 sur 2i. Ainsi donc, b sur a est égal à 3 plus racine de 3 sur 6 plus 1 plus racine de 3 sur 2i. Donc, c'est tout simplement du calcul. Donc, essayez de faire des calculs et s'assurer que vous êtes sur la bonne voie pour trouver l'expression demandée.
Donc, cette expression-là, qui est ici, tout simplement, on va essayer de transformer cette écriture-là. On a, si on prend 1 plus racine de 3, et qu'on va la multiplier par racine de 3, elle va nous donner racine de 3 fois 1, c'est racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3 est égal à 3. C'est-à-dire que 1 plus racine de 3 est égal à racine de 3 plus 3 sur racine de 3. Donc, on va la remplacer ici. Donc, on aura donc B sur A est égal à 3 plus racine de 3 sur 6, plus racine de 3 plus 3 sur 2 racines de 3 I. Maintenant, on a donc, ceci est égal à 3 plus racine de 3 sur 6. Ici, on va mettre racine de 3 en facteur, c'est-à-dire racine de 3, facteur de racine de 3 plus 3 sur 6. I. On va mettre maintenant 3 plus racine de 3 sur 3 en facteur. Donc ici, lorsqu'on va mettre 3 plus racine de 3 sur 3, il reste 1 demi. Ici, il va rester racine de 3 sur 2i. Et ceci, on connaît que ça, c'est cosinus de pi sur 3, et ça, c'est sinus de pi sur 3. Ainsi donc, b sur a est égal à 3 plus racine de 3 sur 3, l'exponentielle de i pi sur 3. Donc, b sur a est égal à 3 plus racine de 3 sur 3, l'exponentielle de i pi sur 3. On déduire donc B, on déduire une forme trigonométrique du complexe B. Puis vérifie que B à la puissance 24 est un nombre réel. Donc on a B sur A est égal à 3 plus racine de 3 sur 3, l'exponentielle de I pi sur 3. Et on a A, on vient de trouver qu'il est égal à racine de 6. Donc est égal à racine de 6, l'exponentielle de moins I pi sur 4. Donc B est égal à A qui multiplie racine de 3 sur 3. Donc on aura donc B est égal à A qui multiplie racine de 3 plus 3 sur 3, l'exponentielle de I pi sur 3. Donc c'est-à-dire que A, on va la remplacer par son expression. Donc B est égal à racine de 3 plus 3 sur 3, qui multiplie racine de 6, l'exponentielle de moins I pi sur 4, qui multiplie l'exponentielle de I pi sur 3. Donc ceci est égal à racine de 6 sur 3, facteur de 3 plus racine de 3, l'exponentielle, si on a donc moins I pi sur 4 et I pi sur 3, donc on va la faire la soustraction. Donc ceci, donc ça c'est 4pi moins 3pi sur 12, c'est-à-dire égal à pi sur 12. Donc b est égal à racine de 6 sur 3, facteur de 3 plus racine de 3, l'exponentielle de i pi sur 12. Donc voici l'expression de b, qui est la fixe du point B. Donc cette écriture b est égale à racine de 6 sur 3, facteur de 3 plus racine de 3, i exponentielle de i pi sur 12, et ça s'écrit comme racine de 6 sur 3, 3 plus racine de 3, ça c'est le module, et ça c'est l'argument. Donc on va enlever à la puissance 24, c'est-à-dire on va prendre ce terme à la puissance 24, et ici on va prendre 24 qui multiplie pi sur 12. Donc 24 qui multiplie pi sur 12, c'est 2pi. Ainsi donc, b à la puissance 24 est égal à ce terme-là. Donc ça, c'est cosinus de 2pi plus i sinus de 2pi. Sinus de 2pi, c'est 0. Cosinus de 2pi, c'est 1. Donc il va rester un terme qui appartenant à R. C'est-à-dire que b à la puissance 24, c'est un terme réel.
Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3, soit R la rotation, donc soit R la rotation de centre O et d'angle pi sur 6, qui transforme chaque point M du plan d'A fixe Z en un point M' d'A fixe Z'. On pose donc la rotation de B, c'est B', la rotation de A, c'est A', la rotation de A', c'est A seconde. Donc la petite a, donc la question numéro A de 3, vérifie que Z' est égal à 1 demi, facteur de racine de 3 plus I, Z, et que l'argument de A' est congru à moins pi sur 12 de pi. Avec A', c'est la fixe du point A'. Donc, on a R, c'est la rotation de centre O et d'angle pi sur 6. Tel que la rotation de Z, ça nous donne Z', la rotation de B, ça nous donne B', la rotation de R, ça nous donne A', la rotation de A', ça nous donne A seconde. Avec A d'affixe A, B d'affixe B, B' d'affixe B', A' d'affixe A' et A seconde d'affixe A seconde. Donc, puisque R de Z égale à Z', cela signifie que Z' est égal à Z, E, I, pi sur 6. C'est-à-dire est égal à Z, cosinus de pi sur 6 plus I sinus de pi sur 6. Cos de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Donc ainsi, donc Z' est égal à 1 demi, facteur de racine de 3 plus I Z. Donc Z' est égal à 1 demi, facteur de racine de 3 plus I, Z. Donc on a Z' est égal à 1 demi, facteur de racine de 3 plus I, Z, c'est-à-dire que A' est égal à 1 demi, racine de 3 plus I, A. Puisque Z d'affixe A. Et Z', donc si on va prendre donc Z', donc on a Z' est égal à 1 demi, racine de 3 plus I, Z. Donc, puisque R c'est la rotation d'angle 0 et de rayon pi sur 6, donc c'est-à-dire que on a R de A, c'est A'. Donc, puisque R de A, c'est A', donc on va remplacer donc Z' par A' et le Z par A. C'est-à-dire que A' est égal à 1 demi, racine de 3 plus I, A. C'est-à-dire que A' est égal à racine de 3 sur 2 plus 1 demi I. A, c'est racine de 6 qui multiplie l'exponentielle de moins I pi sur 4. Donc ça c'est l'exponentielle de I pi sur 6. D'où A' est égal à racine de 6, EI pi sur 6 qui multiplie E moins I pi sur 4. C'est-à-dire est égal à racine de 6, l'exponentielle de I, facteur de pi sur 6 moins pi sur 4. Donc on va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire on a 4 pi moins 6 pi sur 24. Donc 4 pi moins 6 pi, c'est moins 2 pi sur 24, c'est-à-dire on va simplifier par 2, il reste moins pi sur 12. D'où l'argument de A', il est congru à moins pi sur 12 modulo de pi. Donc voici l'argument de A'.
montre que la fixe du point A seconde et A seconde est égal à racine de 6, l'exponentielle de I pi sur 12. Et on déduit que les points O, A seconde et B sont alignés. Donc on a la rotation de A', ça nous donne A seconde. C'est-à-dire que A seconde est égal à A', l'exponentielle de I pi sur 6. Et A', on vient de calculer, elle est égale à racine de 6, l'exponentielle de moins I pi sur 12. Donc, c'est-à-dire, c'est racine de 6 l'exponentielle de moins I pi sur 12 qui multiplie E I pi sur 6. Donc, ça, c'est racine de 6. Ça, c'est l'exponentielle de I, facteur de moins pi sur 12 plus pi sur 6. Donc, on va multiplier ça par 2 pour avoir le même dénominateur. C'est-à-dire, on aura 2 pi moins pi, c'est-à-dire c'est pi sur 12. Donc, ainsi, A seconde est égal à racine de 6, l'exponentielle de I pi sur 12. Donc, on a O d'affixe 0, A seconde d'affixe A seconde et B d'affixe B. Donc, on a ZOA seconde. C'est, puisque O est la d'affixe 0, c'est-à-dire reste A seconde, est égal à racine de 6, l'exponentielle de I pi sur 12. ZOB, c'est tout simplement B, puisque Z de O, c'est 0. Donc B, et on a trouvé qu'il est égal à racine de 6, facteur de 3, plus racine de 3 sur 3. L'exponentielle de I pi sur 12. Donc, on va prendre le B, on va la diviser par A seconde. Donc, ce terme-là divisé par ce terme-là, donc on va simplifier le racine de 6 et le I pi sur 12. Elle reste tout simplement B sur A seconde est égal à 3 plus racine de 3 sur 3 qui est égal à une constante, K. C'est-à-dire que B sur A seconde est égal à une constante. Autrement dit, c'est-à-dire Z O B est égal à K fois Z E A seconde. Donc, autrement dit, les points O, B et A seconde sont alignés. B montre que la fixe A seconde, non, C montre que B', qui est la fixe de B', vérifie cette relation-là. A bar, ça c'est A bar. Donc, on a A est égal à racine de 6, l'exponentielle de moins I pi sur 4. Donc, A bar, c'est racine de 6, l'exponentielle de I pi sur 4. Ici, on a le moins, il va devenir plus. On a la rotation de B, ça nous donne B', c'est-à-dire que B' est égal à B, l'exponentielle de I pi sur 6. Donc, donc le B, on va le remplacer par ce terme, on va remplacer B par son expression qui est racine de 6, facteur de racine de 3 plus 3 sur 3, l'exponentielle de I pi sur 12. On va le multiplier par E I pi sur 6. Donc ceci est égal à racine de 6, facteur de racine de 3 plus 3 sur 3. Ça, c'est l'exponentielle de I pi sur 12 plus pi sur 6. Donc on va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier c'est par 2. On a 2 pi plus pi, ça fait 3 pi sur 12. 3 pi sur 12, c'est pi sur 4. Donc, ceci est égal à racine de 3 plus 3 sur 3, facteur de racine de 6, E I pi sur 4. Et ça c'est A bar. D'où B' est égal à racine de 3 sur 3. D'où B' est égal à racine de 3 plus 3 sur 3 A bar.
on dit déduire que le triangle OAB' est rectangle en O. Donc, on a l'angle AOB' est égal à OA, OB', qui est égal à argument de ZB' moins ZO sur Z de A moins ZO. Et Z de O, c'est 0. Donc, il reste Z de B' sur ZA. Ceci est égal à argument de ZP' moins argument de ZA. Donc, est égal à pi sur 4 moins pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Ainsi donc, l'angle AOB' est congru à pi sur 2 modulo de pi. C'est-à-dire que le triangle OAB' est le rectangle en O. Donc ainsi, on a terminé avec l'exercice 3. On va aborder l'exercice numéro 4. Donc l'exercice numéro 4, elle est sur la notion de probabilité. On a une urne qui contient 7 boules. 4 boules portent le numéro 1, 2 boules portent le numéro 2 et une boule portant le numéro 3. Toutes les boules sont indiscernables au toucher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer par la toucher. On tire simultanément, c'est-à-dire qu'on a une combinaison au hasard de boules de cette urne. Montrer que la probabilité de l'événement A est égale à 1 tiers. Avec A, c'est l'événement. Les deux boules tirées portent le même numéro. Donc, on a une urne qui contient 4 boules numérotées par le numéro 1. 2 boules portent le numéro 2 et une boule porte le numéro 3. Toutes les boules sont indiscernables au toucher et le tirage des deux boules, c'est un tirage simultané, c'est-à-dire qu'on a une combinaison. On a oméga, c'est-à-dire l'univers, elle est formée par 4 boules portent le numéro 1, 2 boules portent le numéro 2 et une boule porte le numéro 3. Donc, c'est-à-dire on a 7 éléments. Donc, cardinal de oméga, c'est la combinaison de 2 parmi 7. C'est-à-dire c'est 7 factoriel sur 2 factoriel, 7 moins 2 factoriel. C'est-à-dire c'est 7 factoriel sur 2 factoriel, 5 factoriel. C'est-à-dire c'est 6, donc c'est-à-dire c'est 7 fois 6 fois 5 factoriel sur 2 qui multiplie 5 factoriel. Donc on simplifie, il reste 7 fois 6 sur 2, c'est-à-dire on va simplifier ici par 2, il reste 7 fois 3, ça fait 21. Donc ça c'est le cardinal de l'univers. Donc l'événement A, les deux boules tirées portent le même numéro. Donc, puisqu'on a 4 boules portent le numéro 1, on a 2 boules portent le numéro 2. Donc, cardinal de A, soit tirer 2 boules parmi les 4 boules portant le numéro 1, soit tirer 2 boules des 2 boules portant le numéro 2. C'est-à-dire, on a ici 4 factoriels sur 2 factoriels, 4 moins 2 factoriels, et ça c'est 1, tout simplement, c'est 2 factoriels, 2 factoriels, 2 moins 2 factoriels, qui est égal à 0. 0 factoriel, c'est 1. Donc, ça nous donne 4 factoriels sur 2 factoriels, plus 2 sur 2 factoriels, 0 factoriel. C'est-à-dire, ça c'est 4 factoriels, c'est 4 fois 3 fois 2 factoriels. On simplifie le 2, il reste 12 sur 2, ça fait 6. Ici, c'est 1, donc ça nous donne 7. Ainsi donc, la probabilité de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga, c'est-à-dire 7 sur 21 est égal à 1 tiers. Donc, P de A est égal à 1 tiers.
La question numéro 2, montrez que la probabilité de B est égale à 5 sur 21. Avec B, c'est l'événement, la somme des numéros, des boules tirées et 4. Donc la somme est égale à 4. Donc B, la somme des boules tirées est égale à 4. Donc on a, pour avoir le 4, il faut tirer une boule parmi les boules portant le numéro 1 et avec une boule portant le numéro 3. Ou bien, il faut prendre deux boules portant le numéro 2. Ainsi donc, cardinal de B, donc c'est, si on prend 1 parmi 4, il faut qu'on prenne 1 parmi le 1. C'est-à-dire ici, puisque 3, on a un seul boule. Donc ici, on a deux boules, donc on va prendre 2 parmi 2. Donc ça nous donne 4 factoriel sur 1 factoriel, 4 moins 1 factoriel, qui multiplie, ça c'est 1. Et ça c'est 1 normalement, donc c'est... Donc ça nous donne, donc après calcul, donc ça nous donne 4. Ça c'est 4, plus 1, ça fait 5. Donc, B, donc la probabilité de B, c'est cardinal de B. Donc c'est cardinal de B sur cardinal de oméga. C'est-à-dire c'est 5 sur 21. Troisièmement, calculer la probabilité de A inter B. Donc A inter B signifie que les boules ont même portent le même, c'est-à-dire A inter B signifie que les deux boules tirées portent le même numéro et la somme des numéros des boules vaut 4. Donc ici, tout simplement, cardinal de A inter B, c'est prendre 2 parmi 2, car on a deux boules qui portent le numéro 2. Donc, portent le même numéro et la somme est égale à 4. Donc, le cardinal de A inter B, c'est tout simplement 1. C'est-à-dire que P de A inter B, c'est cardinal de A inter B sur cardinal de oméga est égal à 1 sur 21. Donc, la probabilité de A inter B, c'est 1 sur 21. Quatrièmement, est-ce que les événements A et B sont indépendants? Donc, pour que A et B sont indépendantes, il faut que P de A inter B doit être égal à P de A qui multiplie P de B. Donc, puisqu'on a P de A inter B est égal à 1 sur 21, et on a P de A est égal à 1 tiers, et P de B est égal à 5,21, donc si on multiplie P de A par P de B, on va trouver qu'il est égal à 5 sur 63, qui est différent de 1 sur 21. Autrement dit, A et B ne sont pas indépendantes. A et B ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire que A et B dépendent l'un de l'autre. Ils ne sont pas indépendantes, car le produit, c'est pas égal à l'intersection. Donc ainsi, on a terminé avec l'exercice 4 de l'examen du maths pour la section PC et SVT. On passe au problème. Donc le problème, donc il y a la partie 1. Donc on considère les deux fonctions u et v définies sur r par u de x est égal à l'exponentielle de x et v de x est égal à x. Donc tracer dans un même repère orthonormé les courbes c de u et c de v. Donc ça c'est tout simplement, donc sans faire des études, on sait que, donc sans faire des études, on sait que la fonction exponentielle, c'est la fonction inverse de la fonction logarithme.
f(v) de x, ça c'est la première bissectrice. Donc ça c'est la première bissectrice, donc c'est-à-dire qu'elle passe par 1, 1, moins 1, moins 1. Elle passe par 0. Et e de x, ça c'est on connaît. Donc ça c'est la fonction réciproque de la fonction logarithme, puisque la fonction logarithme se trace ici. Donc la fonction logarithme, elle passe comme ça. Donc la fonction exponentielle, c'est la symétrie de la fonction logarithme par rapport à la première bissectrice. Donc voici la courbe de e de x et voici la courbe de y est égale à x. Donc, deuxièmement, justifier graphiquement que l'exponentielle de x moins x il est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R. Donc, géométriquement, on voit que la courbe de CU, elle est au-dessus de la courbe de y est égal à x. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à 0 plus infini, ici, on a u de x, il est supérieur à v de x. C'est-à-dire que l'exponentielle de x moins x, il est supérieur à 0. Et ici même, on aura, par exemple, si x appartenant à moins l'infini jusqu'au 0, c'est-à-dire dans cette partie-là, on voit que u de 0, c'est e de 0, c'est 1. Et limite quand x tend vers moins l'infini de u de x, c'est-à-dire l'exponentielle de limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x égale à 0. C'est-à-dire qu'elle vient par ici. C'est-à-dire que toujours la fonction u de x, elle est au-dessus de l'équation de la droite y est égale à x. Autrement dit, e de x moins x, il est supérieur à 0, quel que soit x appartenant à R. Donc, graphiquement, c'est toujours la fonction u de x qui est au-dessus de la fonction y est égale à x. Donc, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x moins x, elle est supérieure strictement à 0. Troisième question, calculer l'aire de la partie du plan délimitée par CU, CV et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Donc ça c'est facile. Donc on calcule cette aire ici. Donc il est délimité par la courbe de U, la droite Y et les axes 0 et 1. Donc l'aire est égal à l'intégrale de 0 jusqu'au 1 de la valeur absolue de e de x moins x d de x. Puisque ça c'est positif, donc on va enlever la valeur absolue, il reste l'intégrale de 0 jusqu'au 1 de e de x moins x d de x. C'est-à-dire que est égal à l'intégrale de 0 jusqu'au 1 e de x d de x moins l'intégrale de 0 jusqu'au 1 de x d de x. Donc ça, l'exponentielle de x, donc sa primitive, c'est e de x, entre 0 et 1. Et pour x, c'est x carré sur 2. Donc ça nous donne e à la puissance 1 moins e à la puissance 0 moins 1 demi, 1 au carré moins 0 au carré. C'est-à-dire c'est e de 0 c'est 1, donc e moins 1. Donc ça c'est e moins 1, ici, ça, puisque c'est 0, donc il reste moins 1 demi. Donc c'est e moins 1 demi, c'est e moins 3 demi. Donc a est égal à e moins 3 demi. Donc la partie 2,
On considère la fonction numérique définie par f de x est égal à x plus 1 moins ln de l'exponentielle de x moins x. Vérifie que f est défini sur R. Donc ça, donc on a f de x est égal à x plus 1 moins ln de l'exponentielle de x moins x. Donc domaine de f, c'est tous les x appartenant à R tels que e de x moins x il est supérieur ou strictement à 0. Or, d'après la question 2 de la partie 1, on a e de x moins x il est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire que le domaine ici c'est R, tout son tiers. Donc B montre que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à 1 moins ln de 1 moins x l'exponentielle de moins x. Donc on a f de x est égal à x plus 1 facteur. Donc on a f de x est égal à x plus 1 moins ln de l'exponentielle de x moins x. On va mettre l'exponentielle de x en facteur. Donc on aura x plus 1 moins ln de l'exponentielle de x facteur de 1 moins x sur e de x. C'est-à-dire c'est x plus 1 moins ln, donc ça c'est le produit, donc ln de e de x plus ln de 1 x sur e, x c'est x, e moins x. Donc ça nous donne x plus 1 moins ln de ex moins ln de 1 moins x exponentielle de moins x. Et comme ln de e de x c'est x, donc on aura donc x plus 1 moins x moins ln de 1 moins x exponentielle de moins x. Donc on simplifie le x, il reste 1 moins ln de 1 moins x e moins x. Donc voici l'expression de f de x, quel que soit x appartenant à R. C'est en déduire la limite quand x tend vers plus infini, qui est égal à 1. Puis on va interpréter géométriquement ce résultat. Donc limite quand x tend vers plus infini de f de x, c'est la limite de cette expression-là. Et comme ln c'est une fonction croissante sur l'intervalle 0 plus infini, donc on va entrer donc la limite de ln de u de x, c'est ln de la limite de u de x. Donc ça c'est limite quand x tend vers plus infini de cette expression-là. Donc cette expression-là, quand x tend vers plus infini, donc x sur e de x égale à 0, car limite quand x tend vers plus infini de e de x sur x est égal à plus infini. C'est-à-dire l'inverse est égal à 0. Donc ce terme-là égale à 0. Il reste ln de 1. ln de 1 égale à 0. Donc il reste tout simplement le 1 ici. Donc ce terme-là, il va tendre vers 0. Donc ça, c'est le cours. Donc l'inverse donne 0. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1. Donc, puisque limite quand x tend vers plus infini est égal à 1, donc la courbe C de f admet une asymptote qui est horizontale. D'équation y est égal à 1 au voisinage de plus l'infini. Donc on a une asymptote qui est horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des x. La deuxième question
A, calculer limite quand x tend vers plus. Donc, la question A de 2, calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins ln de 1 moins x exponentielle de moins x. Donc, on va tout simplement faire un changement de variable. On va poser y est égal à moins x. Quand x tend vers moins l'infini, le y tend vers plus l'infini. Donc, on aura donc limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite quand y tend plus l'infini de 1 moins ln de 1. C'est-à-dire on va remplacer moins x par y et moins x par y. C'est-à-dire c'est y e de y. Alors, quand x tend vers plus l'infini de y plus e de y, ça tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini. Donc ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Donc la limite, ça tend vers moins l'infini. B, vérifie que pour tout x négatif, f de x est égal à x plus 1 moins ln de moins x moins ln de 1 moins 1 sur x exponentielle de moins x. Donc, on a cette expression ici. Donc la première, c'est la première expression. On va mettre x, on va mettre moins x en facteur. On va mettre moins x en facteur. Donc, c'est-à-dire qu'avec x négatif, donc f de x est égal à x plus 1 moins ln. Donc on va mettre moins x facteur de exponentielle de x sur moins x plus 1. Donc ça nous donne x plus 1 moins. Ça c'est ln de moins x moins avec, donc ça nous donne, x plus 1 moins. Ça c'est ln de moins x plus ln de 1 plus e de x sur x. Donc ça nous donne x plus 1 moins ln de moins x moins ln de 1 moins 1 sur x e moins x. On va tout simplement changer le signe de moins x, on va la mettre au dénominateur. D'où f de x est égal à x plus 1 moins ln de moins x moins ln de 1 moins 1 sur x, l'exponentielle de moins x. Calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Puis déduire que c de f a une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égal à x au voisinage de moins l'infini. Donc, on va prendre limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. C'est-à-dire, on va prendre cette expression-là, puisque x est négatif. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, moins ln de moins x, moins ln de 1, moins 1 sur x exponentielle de moins x sur x. Donc, ceci, ça nous donne x sur x, 1 sur x, moins ln de moins x sur x, moins 1 sur x, ln de 1, moins 1 sur x exponentielle de moins x. Donc, ça, après simplification, reste 1. 1 sur x, ça, on va mettre le moins ici, c'est ln de moins x sur moins x, moins 1 sur x, ln de 1 moins x exponentielle de moins x. Donc on passe à la limite. Donc limite quand x tend vers moins l'infini, c'est comme c'est lorsque y tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers 0. Et ça tend vers 0. Elle reste simplement le 1 avec moins 1 sur x, l'exponentielle. Elle reste simplement 1, moins 1 sur x, ln de 1 moins 1 sur x, l'exponentielle de moins x. Or,
limite qu'on x tend vers moins l'infini de 1 sur moins x exponentielle de moins x, ça, c'est tout simplement lorsque y tend vers plus l'infini de y, l'exponentielle de y, et ça tend vers 0, car ça tend vers plus infini. 1 sur plus infini, c'est 0. Donc, il reste limite qu'on x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à 1, moins la limite qu'on x tend vers moins l'infini de 1 sur x qui multiplie la limite qu'on x tend vers plus l'infini de ce terme-là. Ce terme-là, puisque ça tend vers 0, donc ln de 1 c'est 0, et 1 sur x c'est 0. Donc, on aura donc f de x sur x, la limite qu'on x tend vers moins l'infini, elle reste simplement le 1 ici. Elle reste simplement le 1 ici. Ça, c'est 0. Et ça, c'est 0. Donc, il reste 1. C'est-à-dire que la limite qu'on x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à 1. Donc, puisque limite qu'on x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à 1, on va prendre le 1, on va multiplier par le x, on va faire la soustraction. C'est-à-dire limite qu'on x tend vers moins l'infini de f de x moins x, donc il reste simplement 1 moins ln de moins x moins ln de 1 moins 1 sur x l'exponentielle de moins x. Or, limite qu'on x tend vers moins l'infini de ln de moins x, c'est plus l'infini. Ce terme-là, elle tend vers 0, puisque donc ça c'est 1 sur plus infini, c'est 0, et reste ici ln de 1, c'est 0, donc il reste plus infini. Donc, limite qu'on x tend vers plus infini de f de x moins x, elle est égale à moins l'infini. Donc, puisqu'il est égal à moins l'infini, on dit que la courbe C de f admet une branche parabolique de direction asymptotique. La droite d'équation y est égale à x au voisinage de moins l'infini. Donc C de f admet une branche parabolique de direction asymptotique. La droite d'équation y est égale à x. Et c'est pas... Elle admet une branche parabolique de direction à droite. Et donc C de f admet une branche parabolique de direction la droite. Troisièmement, montrer que pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à 1 moins x sur e de x moins x. Donc ça c'est facile. Donc on a f de x est égal à x plus 1 moins ln de l'exponentielle de x moins x. Donc f' de x c'est la dérivée de x, la dérivée de 1, la dérivée de ln. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0, et la dérivée de ln c'est l'expression entre ln sur la même expression, c'est-à-dire C1 moins, donc la dérivée de e de x c'est e de x, la dérivée de x c'est 1. Donc on va réduire au même dénominateur, et on va faire la simplification, elle reste simplement f', donc elle reste simplement f' de x est égal à 1 moins x sur l'exponentielle de x moins x, quel que soit x appartenant à R.
déduire le signe de la fonction dérivée, puis dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, puisque f' de x est égal à 1 moins x sur l'exponentielle de x moins x, donc le signe de f', c'est celui du numérateur, car le dénominateur, il est strictement positif. Donc, f' de x égale à 0, c'est-à-dire c'est 1 moins x égale à 0, c'est-à-dire c'est x égale à 1. Donc, on a le 1. Après, donc avant la racine, on a le signe contraire, c'est positif, ici c'est négatif. Donc, la fonction, donc f' de x, il est positif si x appartenant à moins l'infini jusqu'au 1. Donc, dans ce cas-là, f, elle est croissante. Et dans l'intervalle 1 jusqu'au plus infini, donc f' il est négatif, c'est-à-dire que f, elle est décroissante. Donc, on va calculer le f de 1. Donc, f de 1, on va la remplacer. Donc, on va trouver que c'est égal à 2 moins ln de e moins 1. Donc, voici le tableau de variation, puisque la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1. Et ça, c'est f de 1. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle moins 1, 0. Donc, posons g de x est égal à f de x moins x. Donc, g de x est une fonction continue sur R. Donc, en particulier, elle est continue sur moins 1, 0. Puisque f de x, il est continu et x, il est continu. G' de x, c'est f' de x moins x'. C'est-à-dire, c'est 1 moins x sur l'exponentielle de x moins x moins 1. On va réduire au même dénominateur, on va trouver que g' de x est égal à 1 moins l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x moins x. Donc, pour x compris entre moins 1 et 0, donc l'exponentielle de x, puisque l'exponentielle, c'est une fonction qui est croissante. Donc, c'est l'exponentielle de moins 1, l'exponentielle de 0. C'est-à-dire, ça, c'est l'exponentielle de moins 1, ça, c'est 1. Donc, 1 moins e de x, elle est strictement positive. C'est-à-dire que g', elle est positive, c'est-à-dire que g, elle est croissante. Donc, on a g, elle est croissante et elle est continue. Et de plus, on a g de moins 1 est égal à f de moins 1 moins moins 1. C'est-à-dire, on va trouver que c'est un terme qui est négatif. Et g de 0, on va trouver qu'il est égal à 1, il est positif. C'est-à-dire que le produit de g moins 1 avec g de 0, il est négatif. Autrement dit, donc c de g, c'est-à-dire la courbe de g, il coupe l'axe des abscisses en un point de moins 1, 0. C'est-à-dire que la fonction, elle coupe l'axe. C'est-à-dire que on a moins 1, on a 0. On a moins 1, quelque chose de négatif ici, et on a 0, quelque chose de positif ici. C'est-à-dire que la courbe, elle passe. Donc, elle coupe l'axe des x en un point. Donc, vu que g, elle est continue et elle est croissante, donc elle est monotone, donc elle est bijective. Donc, si elle est bijective, alors elle coupe l'axe en un seul point. Donc, elle coupe l'axe. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc g de x égale à 0, c'est-à-dire f de x moins x égale à 0, c'est-à-dire f de x égale à x, admet une solution unique sur l'intervalle moins 1, 0.
Quatrièmement, la courbe C de F. Donc voici l'allure de la courbe C de F avec la droite Y est égale à X. Justifie graphiquement que l'équation F de X égale à X admet deux solutions alpha et bêta. Donc on voit ici que les deux courbes, donc on voit que on a un point ici et on a un point ici. Donc on a un point entre moins 3 et moins 2 et on a un point entre 1 et 2, le point d'intersection de F de X avec la droite. Donc il admet deux solutions alpha et bêta. Donc C de F coupe la droite Y est égale à X en deux points. Alpha, par exemple, on va prendre alpha entre moins 3 et moins 2, et le bêta entre 1 et 2. D'où F de X est égal à X admet deux solutions alpha et bêta. D montre que l'exponentielle de alpha moins l'exponentielle de bêta est égale à alpha moins bêta. Donc, on a f de x est égal à x. Et f de x est égal à x plus 1 moins ln de l'exponentielle de x moins x. D'où f de x est égal à x entraîne cette expression est égale à celle-là. Donc on simplifie par x est égal à 1. Donc il reste 1 moins ln de l'exponentielle de x moins x égale à 0. C'est-à-dire que ln de l'exponentielle de x moins x est égal à 1. Et 1 c'est ln de e. C'est-à-dire que l'exponentielle de x moins x est égal à e. Donc si on remplace x par alpha, on aura l'exponentielle de alpha moins alpha égale à e. Si on remplace x par bêta, on aura e de bêta moins bêta égale à e. C'est-à-dire que ces deux termes sont égaux. C'est-à-dire que l'exponentielle de alpha moins alpha est égale à l'exponentielle de bêta moins bêta. Autrement dit, l'exponentielle de alpha moins l'exponentielle de bêta est égale à alpha moins bêta. Soit G la restriction de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Montre que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle J que l'on déterminera. Mais il ne faut pas déterminer G-1 de X. Tout simplement montrer que G elle admet une fonction réciproque et trouver l'intervalle dans lequel G-1 elle est défini. Donc, on a G, c'est une restriction de la fonction f sur moins l'infini 1. Donc, G de x est égal à f de x, et f de x, il est continu sur i. Et on a G' de x est égal à f' de x, qui est croissante sur i. Donc, G de x est une bijection de i vers G. Donc, G de x est une bijection de i vers un intervalle J. Puisque la fonction elle est croissante, donc J c'est f de i. Donc c'est limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et f de 1. Ça, c'est moins l'infini et ça, c'est 2 moins ln de e moins 1. C'est-à-dire que G, elle admet une fonction réciproque sur J qui est égale moins l'infini 2 moins ln de e moins 1. La dernière question vérifie que G-1 est dérivable en 1 et calculer G-1' de 1.
Donc, on a g-1 de x, il est dérivable sur j. Donc, g-1 de 1 existe sur j. Et on a g-1 prime de 1 est égal à 1 sur g', g-1 de 1. Or, g de 0, c'est 0 plus 1 moins ln de e à la puissance 0 moins 0, c'est-à-dire est égal à 1. Donc, g de 0 est égal à 1, c'est-à-dire que g-1 de 1 est égal à 0. D'où g-1 prime de 1, on va remplacer g-1 de 1 par 0. Donc, g-1 prime de 1, c'est 1 sur g' de 0. Et g', c'est 1 moins x sur l'exponentielle de x moins x au point x égale à 0. C'est-à-dire, on va la remplacer x par 0. On va trouver que g-1 prime de 1, elle est égale à 1. Donc ainsi on termine avec la correction de l'examen de maths pour la section PC et SVT. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.